Vaut-il mieux privilégier la qualité à la quantité? Alors, bien sûr, c'est une question que tous les créateurs se posent. Et c'est une question qui est bien sûr légitime. Surtout que nous, de par notre éducation, de par notre environnement socio-culturel, et je dirais même artistique, enfin, historique, bien sûr, nous, on baigne en France dans un contexte où on nous a un petit peu conditionnés avec des modèles de génie, d'artistes omnipotents. Je pense à Victor Hugo, et donc qui pondent des chefs-d'œuvre à la queue leu-leu. Et bien sûr, ça devient notre matrice, notre mindset, notre grille de lecture. Et donc, à un moment donné, on peut se dire, ouais, mon rôle, c'est en fait de produire des œuvres avec un très très haut niveau d'exigence et un très haut standard de qualité et d'exécution. Bon, moi pendant longtemps, j'ai un peu quelque part justement, plus ou moins inconsciemment, été adepte de cette école. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à te conseiller de privilégier la quantité. Alors bien sûr, quand j'oppose qualité et quantité, je veux pas dire que dans le modèle où tu privilégies la quantité, tu fais de la merde. C'est-à-dire que simplement, là où lorsque tu privilégies la qualité, tu cherches à exprimer un petit peu 100% de ton potentiel, eh bien lorsque tu fais de la quantité, l'objectif c'est pas d'exprimer 100% de ce potentiel. Ça peut être d'exprimer 75% ou 80%, enfin bon. Mais l'idée c'est surtout de prendre un petit peu de hauteur et de comprendre que toi ton but c'est pas tant d'essayer de produire à l'instant T des images parfaites, où tu vas passer donc bien sûr beaucoup de temps sur leur exécution parce que justement tu as un très haut niveau d'exigence. On va faire une petite pause là pour pas les gêner. Donc l'idée, lorsque tu cherches à privilégier la quantité, eh bien c'est de prendre de la hauteur par rapport à tout un tas d'idées reçues, et notamment d'avoir une réflexion sur ton rôle. Ton rôle en tant que producteur, en tant que créateur, est-ce que c'est de produire pour les autres des photos avec une excellente facture, si tu veux, d'exécution et même de créativité, quitte à y passer 10 fois plus de temps qu'il ne faudrait, ou est-ce que ton but à un moment donné, lorsque tu privilégies la quantité, c'est de te dire je vais essayer de m'enrichir d'un maximum d'expériences diverses et variées pour moi développer mon potentiel. Derrière l'idée de quantité, ce que j'ai pas compris pendant des années, c'est qu'en fait l'idée c'est d'aller à l'essentiel. Parce que lorsque tu cherches à privilégier la qualité, le danger, pour l'avoir vécu, c'est de faire de la procrastination intelligente, c'est-à-dire de te dire, de t'attacher à certains détails. Par exemple, de te focaliser sur justement le fait de se dire tiens, pour faire telle photo, il me faut absolument tel objectif, de telle ouverture, etc. Et comme bien sûr, de par, je sais pas, les lectures de magazines par exemple, on peut être un petit peu on a sous le nez un peu des focales fixes, par exemple, les dernières modèles de focales fixes qui viennent de sortir, donc qui sont très qualitatifs et aussi très chers. Eh bien on est persuadé que si on n'a pas ce matos-là, on peut pas travailler, on peut pas réaliser la photo que l'on veut, parce que on veut attacher à une idée de photo ou une série de photos un standard technique qui fait que bien sûr ça prend plus de temps, parce que ça prend plus de temps de rassembler le matériel, etc. Alors que dans l'idée de privilégier la quantité, l'idée c'est de te livrer tout de suite à une mise en application, une mise en œuvre de ton idée avec ce que tu as à portée de main, et donc de chercher à récolter au plus tôt un maximum de retours d'expérience. Et derrière l'opposition de ces deux notions, privilégier la qualité ou privilégier la quantité, pour moi ce qui se dégage, c'est qu'en fait quand tu cherches à privilégier la quantité, tu t'attaches surtout
encore une fois à ton développement personnel. C'est-à-dire, en tant que photographe, de te dire ce qui compte, c'est pas les photos que je fais à l'instant T. Je dis pas que c'est pas important, mais ce qui compte, c'est de se placer sur un axe temporel plus large que le travail ou la série de photos ou le reportage que tu fais à l'instant T. De te dire, non, je dois avoir une vision plus large, je dois prendre de la hauteur. Et ce qui est important, au travers toutes les expériences que je me livre, au travers tout le retour d'expérience que je récolte, eh bien, je m'attache à devenir la bonne personne, c'est-à-dire à devenir ce photographe qui sera en mesure, qui aura l'agilité, qui aura développé le pouvoir, parce qu'il aura développé des compétences, parce qu'il aura récolté de l'expérience terrain. Je serai devenu la personne qui maîtrisera, qui aura du pouvoir sur des savoir-faire techniques, sur des contextes, sur des relations quoi, entre les différents maillons de la chaîne de l'image, par exemple. Je serai cette personne devenue suffisamment à l'aise, qui a suffisamment de pouvoir, suffisamment d'emprise sur les choses, sur moi-même, sur les autres, sur le contexte, eh bien pour être un partenaire viable. Et en fait, c'est ça, derrière l'idée de la quantité, que l'on oppose à la qualité. Parce qu'on se dit, voilà, il y a les mecs qui font qui font très très peu de photos, mais qui font des photos absolument sublimes. Et puis, il y en a d'autres qui font du tout venant, qui font de la quantité. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec cette idée. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Parce que finalement, si dans mon passé, j'allais dire, j'aurais cherché plutôt à me concentrer sur des expériences répétées de mise en œuvre. Encore une fois, j'aurais évité une certaine procrastination intelligente, c'est-à-dire de se focaliser sur tel type de logiciel. Est-ce que j'ai la dernière version? Ah, si j'ai pas la dernière version, ça va pas. Le dernier boîtier, le dernier ceci, le dernier cela. Et je trouve que ça, c'est vraiment des vecteurs de distraction, en fait. Et moi, je suis tout à fait convaincu, persuadé, converti, que en fin de compte, non, tu peux très bien, démonstration par l'absurde, tu peux prendre une version de Lightroom d'il y a 2 ans, tu peux prendre une version de Photoshop d'il y a 5 ans, tu peux prendre un boîtier d'il y a 3-4 ans, tu peux prendre même des objectifs, des focales fixes qui datent d'il y a 20 ans, même avec des capteurs extrêmement récents, ça fera de la très belle photo, hein. Parce que ce qui compte, c'est toi. N'oublie pas que l'image que tu veux produire, avant tout, elle s'est formée là-dedans, tu vois. Et après, toi, ton but, le challenge, si je puis dire, c'est de la matérialiser avec les outils que tu possèdes. Et si toi, tu n'as pas l'aisance, la confiance, la maturité nécessaire, t'as beau avoir la dernière version de Lightroom, la dernière version de Photoshop, le dernier boîtier qui va bien, la dernière version de tel focal fixe, je t'assure que tu feras pas nécessairement du meilleur boulot pour autant. Par contre, si tu cherches à te dire, à prendre de la hauteur une fois de plus et à te dire, non, le but d'un photographe, c'est de maîtriser un discours, c'est de maîtriser un discours, c'est-à-dire une écriture de la lumière, et puis d'avoir une réflexion aussi sur quel est ton rôle par rapport à ce que tu peux apporter à un client ou un donneur d'ordre, hein. Quelle est la fonction, d'avoir une réflexion préalable sur quel est le rôle, quelle est la fonction d'un photographe. Mais, et en parallèle, de comprendre que le but d'un photographe, c'est de maîtriser un script de séance, c'est de maîtriser un parcours client, c'est de maîtriser un workflow, et c'est de maîtriser au sein de ce workflow et au sein de ce script de séance, de maîtriser un setup. Si déjà tu as cette conscience-là, tu comprends qu'en fin de compte, plus tu vas te livrer à des expériences photo répétitives ou répétées, tu vas répéter le même type de séance, bon, je sais pas, une séance portrait, et ou différentes autres types de pratiques photo, je sais pas, la macro, le paysage, etc. Eh bien, tu vas t'enrichir de toutes ces expériences. Comme on dit, l'erreur fait partie du diplôme. Et je retrouve bien cette idée-là dans l'idée, dans l'opposition, si tu veux, de la qualité par rapport à la quantité. Lorsque tu te concentres sur la quantité,
Et d'ailleurs, cette problématique de quantité, elle s'impose à toi lorsque, même si tu t'es concentré sur la qualité, quand justement tu, je sais pas, admettons, comme tous les photographes par exemple, tu tentes, par exemple, si tu cherches à monétiser un minimum tes compétences, euh, sans nécessairement avoir la volonté de se professionnaliser non plus, mais par exemple, je sais pas, on vient te proposer de faire des reportages mariage, et puis imagine que, je sais pas, admettons pendant tout l'été, alors je sais pas, de juin à septembre, admettons, ou de mai à septembre, eh bien tu fasses, je sais pas moi, une douzaine de shooting mariage, de reportages mariage. Eh bien par exemple si tu fais, admettons, tous les samedis par exemple, pendant 8 semaines ou 12 semaines tu fais un reportage mariage, eh bien à un moment donné, même si toi tu es plutôt dans l'optique de privilégier la qualité, je t'assure que la question de la maîtrise de la quantité, la maîtrise d'un flux, va s'imposer à toi. Et très vite, tu vas te rendre compte que là où c'est intéressant, lorsque tu dois traiter de grandes quantités de photos, enfin ou beaucoup plus importantes que ce que tu as l'habitude de traiter habituellement dans ton flux normal, eh bien ça, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu peux t'en sortir. Mais pour ça, il faut aussi que tu développes certaines méthodes. Il faut que tu développes des méthodes de prise de vue pour aller à l'essentiel, pour éviter certains déchets. Tu vas arrêter d'être sans arrêt en mode rafale, par exemple. Parce que tu vois, c'est ça aussi qui est un peu contre-intuitif, c'est que des fois le fait de privilégier la quantité t'amène aussi à développer des méthodes qui t'évitent justement, parce que tu fais beaucoup de photos régulièrement, à ne pas te noyer dans la masse, tu vois. Alors ça c'est typique aussi, par exemple, si tu fais de la photo sportive. Et à un moment donné, tu te rends compte que le but du jeu, c'est pas d'être en mode rafale et puis, je sais pas, sur 25 photos en garder une de photo, mais d'être plus en contrôle de ton geste photographique, et d'être en mode rafale, par exemple, en mode vue par vue, par exemple, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et donc je te dis, par exemple, si tu dois traiter plusieurs reportages mariage, eh bien donc tu vas donc développer des méthodes, que ce soit la prise de vue, mais aussi au niveau du post-traitement, pour aller à l'essentiel. Et c'est là pour moi qui est intéressant, le fait de parler de quantité, c'est que le fait de privilégier la quantité, eh bien justement tu vas chercher à aller à l'essentiel, c'est-à-dire dans ta prise de vue, dans ton mode de traitement, tu vas éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui est fioriture. Parce que, encore une fois, le fait de s'attacher à certains détails, un détail reste un détail. Même si des fois, comme on dit, le diable se cache dans les détails, mais tu vois, quand une photo elle est bonne, c'est parce que la pose est bonne, c'est parce que l'angle de prise de vue est bon, les réglages sont bons, tu vois. Alors après, si c'est perfectible, certes, mais quand la base est bonne, la base et donc cette base bonne, elle est bien présente dans la photo, eh bien ça colle. Tu comprends ce que je veux dire? Alors pour moi aussi, cette opposition entre la qualité et la quantité fait aussi écho, pour moi, au questionnement de qu'est-ce qu'est un photographe professionnel, c'est-à-dire qui a une démarche professionnelle, je ne parle pas nécessairement de monétisation, qui a une exigence professionnelle. Un photographe professionnel aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise l'implémentation de connaissances, de nouvelles connaissances, et qui maîtrise la qualité d'exécution. Tu vois, moi, bien sûr, il y a tout un tas de pratiques de genre photo que je ne pratique pas. Et pourtant, je peux, à un moment donné, par choix, ou par opportunité, être amené à chercher, à développer des compétences liées à une pratique. Par exemple, moi, tu vois, pour dire, je ne fais pas de photos de paysage. Mais admettons, je sais pas, on va imaginer un scénario, j'ai une opportunité de par du relationnel, de livrer des photos de paysage à un éditeur, par exemple. Et donc, bah voilà, il faut que je m'intéresse au sujet. Voilà, par défi, aussi encore une fois, par opportunisme. Eh bien sûr, ce qui va être important, c'est pas le fait de savoir si aujourd'hui je sais le faire ou pas.
Aujourd'hui, on est quand même dans l'abondance numérique, dans l'abondance de la connaissance. Si je sais pas faire quelque chose, ça veut pas dire que c'est inaccessible. Si, la connaissance, elle est disponible. Au travers certains contenus gratuits, comme par exemple cette vidéo, mais aussi au travers du contenu payant. Mais le contenu payant d'aujourd'hui, enfin je suis désolé, enfin il y a tellement de formations de qualité, je parle en mode vidéo, enfin il me suffit d'aller sur certains sites spécialisés et je vais forcément trouver une ou plusieurs formations, par exemple sur la prise de vue paysage. Et moi ça me dérange pas de dépenser 200 € pour une formation qui va me permettre de m'implémenter efficacement, rapidement, une connaissance utile. Tu vois aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas accepter, c'est de perdre du temps. Tu peux perdre de l'argent. On peut perdre de l'argent dans certains contextes. Même si t'es pas voulu à la base, on peut perdre de l'argent. C'est pas un souci. Par contre, ce qu'il ne faut pas accepter, ou éviter d'accepter au mieux, c'est de perdre du temps. Et encore une fois, par rapport à l'acquisition de compétences, de connaissances, il faut pas perdre son temps. D'où la notion de maîtriser la manière dont tu t'implémentes de nouvelles compétences. Et lorsque tu privilégies la quantité, tu te focalises, tu es amené de toute façon, de force, j'allais dire, à te focaliser sur les bons problèmes. Tu vois ? C'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de se focaliser sur la quantité plutôt que la qualité. Parce que de t'intéresser à la quantité va t'amener à te confronter aux bons problèmes, aux vrais problèmes, et non pas aux faux problèmes. Les faux problèmes, comme je t'ai dit, c'est de se dire, ouais, pour faire les photos que je veux, etc., il me faut tel matos, sinon ça n'ira pas. Mais ça, c'est faux. Si tu as cette idée-là en tête, tu as peut-être des excuses, parce que notre environnement nous amène à voir les choses sous cet angle. Mais je t'assure que si tu as le bon workflow, le bon setup, quand je parle de setup, ça peut être l'emploi ou non d'un trépied, l'emploi ou non, je sais pas, d'un flash, l'emploi ou non d'une focale fixe, ça veut pas dire la dernière focale fixe. Tout comme ça veut pas dire la dernière version du logiciel, de tel logiciel. Donc, de raisonner en quantité nous amène à nous questionner sur les bons problèmes, les vrais problèmes. Après, ce qui est important, c'est de maîtriser un standard de qualité que tu peux reproduire à la demande. C'est ça qui est important. Parce que lorsque l'on se focalise sur la qualité, on oublie que notre but, c'est d'être en mesure de reproduire un résultat. Et lorsqu'on dépense énormément d'énergie sur la qualité, bon déjà naturellement, inconsciemment, on va complexifier la tâche. Ça, je t'en avais déjà parlé sur ma vidéo où je te parlais de la loi de Parkinson. Mais du coup, on va plus maîtriser, on va plus avoir le process de fabrication est trop complexe. Il devient plus lisible, il devient plus visible. Tu vois, ça devient une usine à gaz. Et donc l'enrichissement là, il est nul. Ok, tu as pu travailler 100 heures pour faire une photo retouchée à mort, d'ailleurs comme souvent je vois. Mais en réalité, ton enrichissement, ta progression, c'est peanuts en fait. C'est peanuts proportionnellement à si les 100 heures que tu as dépensées, enfin 100 heures, je caricature, hein, enfin tu as compris l'idée, sur telle photo, eh bien là, tu aurais pu faire 4 ou 5 autres projets. Tu vois, plutôt que de te livrer à une expérience, avec un retour d'expérience, tu aurais pu te livrer à 5 expériences et donc avoir 5 retours d'expérience. 5 opportunités. 5 opportunités de s'enrichir, 5 opportunités de faire des connexions avec autrui, 5 opportunités d'avoir une actualité différente, 5 opportunités d'étendre sa zone de confort via des projets différents. Et en réalité, en privilégiant la quantité, tu t'en serais sorti plus riche, tu vois. Tu vois aussi un contre-exemple, lorsqu'on privilégie la qualité,
Souvent on est obnubilé, je te dis, par la dernière version de Photoshop. Mais par exemple, pour moi, dans un avenir proche, étant donné que la nature a horreur du vide, et comme il y a en réalité une fraction seulement de photographes, pour parler que des photographes, qui sont prêts à payer un abonnement mensuel à Photoshop et à Lightroom, la nature a horreur du vide. Donc là, c'est le terreau idéal pour que des solutions alternatives se fassent leur place. Et c'est en train de se passer. Donc si toi, tu te dis, non, moi, je vais être un cador, et pour que je produise les images tip-top comme je veux, il faut que je sois un dieu de la retouche sur Photoshop. Ouais, mais quand Photoshop, ça sera plus le standard de travail. Quand Lightroom, ça ne sera plus le standard de travail. Moi, je saurais m'adapter. Parce que ce qui compte, c'est les méthodologies. Après, que ça soit Lightroom ou autre chose, moi, personnellement, j'en ai rien à faire, honnêtement. Je suis pas marié avec Adobe, hein, tu vois. Et voilà. Et d'ailleurs, dans, entre guillemets, mon passé, je l'ai vécu. Là, on est en 98, il y a 20 ans, à peu près. Adobe, justement, mettait sur le marché la version 1.0 de InDesign. Et dans le pré-press, bien sûr, on travaillait tous avec QuarkXPress. Au départ, t'étais un alien, hein. Je le sais justement parce que moi, j'ai basculé sur InDesign à la version, même pas la version 1, c'est une version bêta qui était distribuée par Adobe d'ailleurs. Et j'ai tout de suite compris que c'était l'avenir. J'ai tout de suite compris que même la version bêta d'InDesign, donc 0. quelque chose, était d'entrée de jeu bien meilleure, enfin, offrait plus de possibilités en termes d'outils que QuarkXPress. Donc je sais, moi, pour l'avoir vécu, que ça peut changer. Donc, lorsque tu privilégies, par exemple, la quantité, automatiquement, tu t'attaches aux méthodes. Et tes méthodes, tes habitudes de travail peuvent être transposables d'un logiciel à un autre. Un logiciel, c'est jamais qu'un outil. Et tu vois, c'est aussi ça, d'ailleurs, que tu te rends compte quand tu travailles, quand tu privilégies la quantité, c'est que tel ou tel logiciel, tel appareil photo, telle marque, tel objectif, ce ne sont que des outils. Et je pense que lorsque tu privilégies la quantité à la qualité, tu t'intéresses d'autant plus au produit fini en fait. Alors que quand tu privilégies la qualité, je crois qu'inconsciemment, on aime passer du temps sur le fait de travailler à non plus finir sur un projet donné, tu vois. Et quelque part, on prend tellement de plaisir à travailler sur ce projet qu'on retarde le moment où on doit livrer le produit fini. Ça, je l'ai souvent constaté. Bien sûr, moi aussi, j'ai été largement victime de ce syndrome, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que quelque part je me trouve bien placé pour aborder ce sujet, hein. Ça fait que à peu près 5 ans que je m'aperçois que non, ce qu'il faut privilégier, c'est la quantité et non pas la qualité. Et je me rends compte de tous les bienfaits que ça m'a apporté, en fait. Et je me rends compte aussi des opportunités que ça a pu me faire louper de privilégier la qualité, tu vois. Par exemple, j'ai eu des opportunités de collaboration, mais comme c'était pas des projets suffisamment complexes, valorisants à mes yeux, je les ai un peu déclinés, un peu beaucoup. Et le travers de ça, c'est que quelque part, ça m'a empêché de développer certaines relations. Et si je les avais cultivées, ces relations, enfin développées et cultivées, peut-être pas. Mais en tous les cas, à un moment donné, ça m'aurait fait vivre. Ça m'aurait donc forcément enrichi. Voilà quoi, ça m'aurait aidé à avancer en fait, tu vois. Je pense aussi que justement, pour conclure, le fait de chercher à privilégier la quantité à la qualité te permet aussi de développer un petit côté opportuniste, tu vois. Moi, je sais que pendant longtemps, mon kiff absolu, c'était de travailler sur, je sais pas, des livres d'art, ce genre de choses. Chose que j'aimerais toujours faire aujourd'hui, si tu veux. Mais, je te dis, ça m'a fermé les portes de certaines collaborations qui rentraient pas dans ce standard, dans ce cadre.
Alors que je pense que quand on cherche à privilégier la quantité, on est beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, et donc du coup, on développe un petit côté opportuniste qui ne peut que t'aider en fait. T'es un peu touche à tout, t'es un peu plus ouvert, tu t'arrêtes moins à certaines choses. Et donc voilà, quoi, en fin de compte, quelque part, tu prépares le terreau à des collaborations futures intéressantes pour toi, soit financièrement, soit en termes de projet. Parce qu'encore une fois, des fois, il faut savoir que avant de développer des projets de qualité avec certains partenaires, certains prestataires, eh bien, il faut aussi un petit peu qu'ils apprennent à te connaître, que tu aies fait tes preuves. Et justement, au départ, en acceptant de faire des travaux, somme toute, assez basiques, ils apprennent aussi à te connaître. Ils apprennent, justement, ce qu'ils cherchent à voir, c'est si tu maîtrises, justement, un flux de production. Ça, je m'en suis aperçu lorsque j'ai travaillé dans une maison d'édition. C'était frappant dans la façon dont le directeur des collections, ce qu'on appelle un éditeur, développait ses relations avec des auteurs potentiels. Au départ, avant de se lancer sur un projet d'ouvrage ou une collection d'ouvrages, bien sûr, on teste un petit peu la personne, de savoir est-ce qu'elle est vraiment fiable. Ok, on a eu un contact avec elle lors d'un salon par exemple, où cette personne nous a semblé intéressante, nous a semblé qu'elle avait des choses à dire, de qualité, mais encore faut-il le vérifier sur le terrain. Alors on va y aller tout doucement, tu sais, crescendo. Mais en fait, pour moi tout ça, ça a été un peu des leçons, quoi, parce que souvent on s'attache. Tu vois, pour tout dire, moi, si tu veux, mon mindset pendant longtemps, ça a été de me dire, il faut que je fasse le taf le mieux possible, en pensant que le fait, justement, encore une fois, d'avoir un très haut niveau d'exigence envers soi-même, d'être très minutieux, très pointu, etc., le reste allait venir de soi-même. Et très vite, bien sûr, lors de mes premières tentatives de freelance, je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout comme ça. On te demande de la réactivité, on te demande de la rapidité, on te demande justement d'être en mesure de choisir, parfois de sacrifier une certaine part de qualité de ton travail en vue d'être réactif, parce qu'il y a une fenêtre dans laquelle il faut remettre le boulot, et dans cette fenêtre, ton travail a une certaine valeur, et après cette fenêtre, si tu dépasses la fenêtre, ton boulot, voilà, on s'en fout quoi, en fait. Donc tu vois, voilà, ça m'a amené à développer cette réflexion. Et voilà, et donc, ça, faut s'attacher à devenir la bonne personne, plutôt que de chercher à être un mec incollable sur la technique, sur Photoshop, sur ce que tu veux. Et de faire le puriste, tu vois, de faire la diva, comme souvent je vois d'ailleurs. Non, faut être un mec de terrain, tout terrain, et puis savoir produire vite. C'est-à-dire savoir aller à l'essentiel. Écoute, j'espère que cette vidéo sera pas trop partie en live. Je t'avouerai que je suis simplement parti sur l'idée de la vidéo. Pour une fois, j'ai pas rédigé de plan. Écoute, fais-moi part de tes retours. Dis-moi ce que tu penses là de ce que j'essaie de partager avec toi. Je pense qu'encore une fois, si toi t'étais plutôt axé sur la qualité, j'espère que cette vidéo va un peu te faire réfléchir, te challenger un petit peu dans ta croyance. Peut-être t'amener à te dire, tiens, pour une fois je vais tenter là, par exemple ce mois-ci je vais tenter de privilégier la quantité, puis je vais voir un peu comment ça marche. Voilà, j'espère que ça va te débloquer sur certains aspects, te donner l'envie de voir les choses d'une manière différente que tu les perçois habituellement, et de l'expérimenter concrètement, hein. Et puis qu'au final, ça va te faire avancer, quoi. Comme moi, ça a pu me faire avancer. C'est le but de cette chaîne, hein. Écoute, comme d'hab, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.